Merci beaucoup pour cet exposé très, très riche et qui fournit les bases d'une conceptualisation que je trouve extrêmement novatrice. Juste un point d'information d'abord à propos de votre expression très suggestive, la démoïcratie. Nous avons ici un professeur, Denis Knöffler, qui a une chaire d'épigraphie grecque et qui justement fera cours l'an prochain sur un aspect très méconnu des cités grecques à la fin de la période classique et au début de la période hellénistique, c'est le fait qu'il y a eu énormément de formes de type fédéral. Et que c'est une chose qui avait été peu remarquée jusqu'à maintenant, mais beaucoup d'inscriptions ont été découvertes dans cette direction. Et le site lavidesidées.fr publiera prochainement d'ailleurs un entretien avec Denis Knöffler sur ces questions du fédéralisme dans le monde grec. C'est-à-dire le monde de la démocratie a déjà été un monde de la démoïcratie. Donc ça ne fera qu'ajouter des éléments à votre démonstration. Je voudrais d'abord lancer la discussion avec vous sur le thème de la question des formes de la pluralité des peuples. Quand vous forgez cette notion de cité des peuples, vous la forgez à partir du constat d'une pluralité irréductible. Mais ma réflexion et ma question sera celle des formes de cette pluralité. Est-ce que c'est une pluralité des identités ou est-ce que c'est une pluralité des expériences sociales? Est-ce que c'est une pluralité des figures? En tant qu'historien, à l'intérieur même de la notion de peuple constituant, je serais amené à reconnaître la très grande pluralité des figures du peuple lui-même. D'ailleurs, c'est une expression révolutionnaire célèbre au moment où il s'agissait de savoir comment appeler ce qui s'appellera l'Assemblée nationale. L'Assemblée constituante française s'est appelée l'Assemblée nationale. Et il y a eu un grand débat sur la dénomination de l'Assemblée. Et une des grandes propositions qui a été faite avait été d'appeler cette Assemblée « Assemblée des représentants du peuple français ». Et justement, cette dénomination avait été rejetée en disant que le mot « peuple », c'est une formule de Mirabeau, en disait trop ou pas assez. Parce que entre la notion d'un peuple juridique, entre la notion d'un peuple social, entre la notion, je dirais, d'un peuple mémoire ou d'un peuple historique, il y a bien des distinctions. Ne serait-ce que parce que, si on prend par exemple le peuple citoyen, le peuple des citoyens, le peuple électeur, ça n'est qu'une partie du peuple social. Que ce peuple social lui-même n'est qu'un peuple existant à un moment déterminé. D'où la réflexion très précoce d'un Condorcet, par exemple, pour dire qu'il fallait intégrer les temporalités de l'idée de peuple dans les formes juridiques elles-mêmes. C'était au cœur de sa réflexion. Donc comment ce constat, qui est un constat d'historien, conduit en quelque sorte à accentuer encore l'idée de pluralité des peuples. Que la pluralité des peuples n'est pas simplement une pluralité des formes d'identité, mais qu'elle est une pluralité interne, si je puis dire. Et donc on pourra avoir une vision presque en abîme de votre expression cité des peuples. La cité des peuples n'est pas simplement une des figures de recompréhension du cosmopolitisme. La cité des peuples est aussi une façon de recomprendre l'État-nation lui-même, si je puis dire. Alors comment vous voyez cette question qui me semble extrêmement importante? Ne serait-ce que parce que si on parle d'une pluralité interne, cela veut dire qu'on lie une idée collective à une idée d'expérimentation, à l'idée, par exemple, des expériences d'émancipation ou des expériences d'oppression. Donc, il y a une dimension
expérimentale, historique dans la constitution de ces formes qui jouent aussi bien au niveau externe, si je puis dire, qu'au niveau interne. Alors, dans votre exposé, vous avez mis l'accent, bien sûr, sur la Cité des peuples. C'est une complication, si je puis dire, de l'idée de déconstruire la simplification de l'idée cosmopolitique. Mais est-ce qu'il ne faut pas aussi déconstruire la simplification du peuple au singulier? Oui, je vous remercie beaucoup pour cette question qui est très profonde. Évidemment, dans mon exposé, je mets l'accent sur l'expression juridique du peuple et aussi son gouvernement qui implique toujours une certaine réduction à l'un. Hein, il n'y a qu'un parlement pour le peuple, il n'y a qu'un président, une cour de justice, etc. Donc la conception juridique du peuple nous pousse quelque part vers une réduction à l'un. Mais c'est très important, et aussi le fait que le peuple doit être représenté vers l'extérieur le pousse vers une réduction à l'un, de parler, si possible, avec un seul voix, de représenter ses intérêts de manière robuste et unifiée. Mais il me semble qu'une idée clé, alors je pense qu'il est tout à fait important de garder cette pluralité d'expression interne de peuple, cette sorte de pluralité. Et c'est pour ça que je pense qu'il est important de voir que sur le plan institutionnel interne, il y a une pluralité d'expression institutionnelle du peuple, c'est-à-dire le peuple, c'est le peuple qui fait une démonstration dans la rue, le peuple, c'est le peuple qui vote, qui se donne un parlement, le peuple, c'est le peuple qui se donne un système judiciaire, une cour constitutionnelle, le peuple, c'est le peuple qui se donne une politique d'éducation, de reproduction culturelle. Le peuple, c'est le peuple qui se construit un musée national, une bibliothèque nationale, etc. Donc il y a une énorme pluralité et richesse d'expériences et de temporalité. Et comment le lier avec l'aspect juridique? La tentative ou l'idée clé, c'est pour ça que l'idée clé de la Cité des peuples, c'est que le plus grand nombre d'expressions institutionnelles du peuple soient interconnectées. Hein. Et pas seulement, donc ne pas seulement les gouvernements qui se parlent, qui mettent un tapis rouge et des limousines noires, etc., qui se rencontrent, mais que les parlements se parlent, que les cours constitutionnels se parlent et codécident, évidemment, qu'il y ait des associations transnationales pour que les syndicats s'organisent, etc. Alors, à mon avis, que l'idée, une cité de peuple devrait justement essayer de refléter aussi la pluralité interne des peuples en prenant en considération le plus grand nombre d'expressions institutionnelles des peuples et de les interconnecter. Alors, voilà, mais je ne nie pas que sur l'aspect coercitif et sur l'aspect juridique, il y a une certaine réduction à l'un qui s'impose et qui peut-être nie trop la richesse des variations internes des peuples. Cette réduction à l'un, elle est évidemment nécessaire en termes de constitution du droit externe. Ce rapport à l'un, il est nécessaire aussi en termes de constitution, de production des institutions. Mais en même temps, le fait que l'un soit lié à la fiction que la majorité voit la totalité implique aussi la mise en place d'institutions non majoritaires, et que ces institutions non majoritaires, justement, représentent un rapport différent de l'individu aux institutions. Et est-ce que cet écart, justement, de l'idée de majorité à l'idée de totalité, elle n'est pas fondamentale dans la construction de la Cité des peuples? C'est-à-dire qu'il faut représenter, il faut que l'idée d'humanité soit représentée et pas simplement l'idée de peuple, de ce point de vue-là. Parce que le peuple est peut-être lié à l'idée de majorité, alors que l'humanité est liée à une idée, justement, de totalité. Il y a peut-être là, me semble-t-il, quelque chose
quelque chose d'important à prendre en compte aussi. Qu'en pensez-vous? Oui, tout à fait. Alors, quand on dit expression institutionnelle des peuples, je crois qu'on inclut, c'est très important que vous le dites, ça implique les institutions non majoritaires, par exemple le pouvoir judiciaire déjà, mais aussi des agences ou des sortes d'agences. Et on a à Zurich un projet sur la démocratie, et là il y a des politologues qui travaillent justement sur l'interconnexion des agences qui sont censées de défendre l'intérêt général en matière d'écologie, de sécurité alimentaire, etc. Donc il y a et dans l'Union européenne, cet aspect peut-être même est très fort, hein, l'aspect non majoritaire de gouvernance au nom de l'intérêt des peuples quant à l'économie, à l'écologie, etc. Il me semble que dans la réalité historique, c'est presque le fait que les institutions non majoritaires ils dominent un peu en Europe la conduite de la gouvernance. Et il me semble que ce qui manque plutôt, ce sont justement l'interconnexion des parlements, l'interconnexion des associations, des sociétés civiles privées, des syndicats, etc. Je laisse de côté pour l'instant cette notion d'interconnexion parce qu'elle me paraît si centrale qu'on va revenir dans la discussion. Le deuxième point sur le problème de la persistance du démos, au moment où vous avez abordé la question de l'autodétermination. Le grand problème, c'est de savoir s'il y a une symétrie entre la notion de peuple constituant et celle de peuple déconstituant, c'est-à-dire celle des séparatismes. Tout le débat qui a eu lieu au moment de la guerre, au moment où les différents points du plan Wilson ont été adoptés, c'était de savoir quelle était la nature du principe d'autodétermination. Est-ce que le principe d'autodétermination est un principe constituant d'un peuple déjà là, ou est-ce qu'il peut procéder d'une expérience déconstituante? S'il procède simplement du peuple constituant, cela veut dire que c'est reconnaître qu'un peuple déjà existant avait été brutalisé, par exemple, ou avait été annexé. Et dans la décomposition des empires qu'il y a après 14-18, le principe d'autodétermination, c'est cela. C'est faire marche arrière par rapport à une histoire d'oppression, une histoire d'annexion, une histoire de brutalisation. Mais peut-on dire la même chose si le principe d'autodétermination devient le vecteur d'un processus de sécession? La question n'est pas négligeable parce qu'elle est posée de façon centrale en Europe aujourd'hui, dans un certain nombre de régions. Pensons aux Catalans qui veulent envisagent un référendum d'autodétermination. Alors ma question est la suivante, ma réflexion est la suivante. Quelle est justement la distinction qu'il y a entre un peuple constituant et un peuple déconstituant? Je dirais qu'il y a une différence très simple. C'est que la différence, c'est que le peuple déconstituant ne peut trouver de légitimité s'il ne violente pas un principe de redistribution. C'est toute une partie de la réflexion sur la moralité des sécessions, et il y a cela. Une sécession est moralement justifiable si cette sécession n'a pas un effet de déconstruction d'une solidarité. Donc, pour simplifier, si les riches veulent se séparer des pauvres, c'est une sécession moralement non justifiée. Il faut, disons, qu'il y ait un principe de neutralité redistributive de la sécession. Alors, si cette question est très importante, c'est de dire que le peuple déconstituant, il doit impliquer une neutralité redistributive, alors que le peuple constituant n'a pas cette obligation, je dirais, d'implication d'un principe redistributif. Comment vous voyez la question aujourd'hui en Europe, puisque l'inverse du cosmopolitisme, c'est au contraire, je dirais, la dénationalisation ou la renationalisation par petits morceaux, c'est le séparatisme. Donc est-ce que ce sont les mêmes instruments qui peuvent permettre de penser la cité des peuples
et de critiquer la déconstruction des nations. Alors, tout d'abord, je pense que le principe d'autodétermination n'est pas un principe absolu. Comme tout principe, c'est une sorte d'orientation normative qu'on prend en considération, qui est important. Mais évidemment, l'autodétermination du peuple implique que le peuple dont on parle soit un peuple, je dirais, politique, dans le sens que c'est pas une entité purement ethnique, mais une entité politique qui garantit justement un certain fonctionnement d'une démocratie, une certaine civilité, une certaine égalité de droits, etc., de droits fondamentaux. Donc les peuples dont je parle, qui ont un droit à l'autodétermination, sont des peuples qui ont la capacité justement de garantir un minimum ou un socle de droits constitutionnels, et qui ne se constituent donc pas tout simplement selon un principe communautaire, ethnique, etc. Je dirais que l'aspect distributif, évidemment, historiquement, il n'est jamais seul, n'est-ce pas? L'exemple des Catalans, oui, bien sûr que ils sont plus riches peut-être que d'autres parties de l'Espagne, mais le catalan a été interdit par Franco, donc il y a une certaine histoire de domination qui a eu lieu, l'interdiction de la langue, etc. Donc il y a de graves lésions culturelles. Alors, je crois que quand on prend en considération la légitimité d'une possible sécession, on ne peut pas seulement regarder l'aspect distributif, mais un ensemble de critères et de vécus historiques qui, dans le cas des Catalans, sont présents. Mais puisque j'ai cette septième principe dans la cité des peuples, c'est-à-dire que, à mon avis, un peuple, même s'il est riche, peut peut-être légitimement se séparer aussi longtemps qu'il reste, qu'il reste dans un système redistributif de la cité des peuples, c'est-à-dire qu'il soit capable et aussi qu'il ait la volonté de faire un certain nombre de transferts aux peuples plus pauvres dont il se sépare. Alors, je pense que la sécession doit être soumise à une conception de justice politique qui est, dont la justice distributive fait partie, mais je ne dirais pas que ce soit le seul critère. Par exemple, en Suisse, on a eu la sécession du canton de Jura, du canton de Berne. Cette sécession a été soumise justement à un certain nombre de procédures qui étaient des votations dans les municipalités, dans les cantons et dans la Confédération. Et après, le canton de Jura et le canton de Berne, qui sont les deux des cantons pauvres, quelque part, sont introduits dans un système de transfert, de redistribution de paiements entre les cantons et par, évidemment, le système fédéral. Donc, à mon avis, une sécession serait illégitime d'un point de vue distributif si le peuple qui veut se séparer, après, nie toute implication en un système redistributif. Si c'est le cas ou pas le cas dans telle ou telle situation, je ne suis pas suffisamment informé. Dans les cas historiques, la plupart des cas historiques de séparatisme ou de demande de séparatisme contemporaine ont tout de même une base fiscale et sociale. Donc ce serait très difficile d'imaginer qu'on autorise un séparatisme en disant « vous voulez vous séparer parce que vous ne voulez pas payer d'impôts pour les autres ou redistribuer, parce que vous y êtes obligé, mais vous avez le droit de vous séparer si librement vous donnez de l'argent aux autres. Ce serait quand même quelque chose d'assez difficile à imaginer pratiquement, en tout cas. Mais par exemple, n'est-ce pas, la séparation du Tibet de la Chine, est-ce que l'aspect distributif est vraiment décisif si on décide la justice de cette séparation? Je dirais que non, il y a d'autres... Même si le Tibet était beaucoup plus riche que la Chine, je dirais qu'il y a une légitime sécession du Tibet de la Chine. Alors, aussi longtemps que le Tibet reste quelque part ouvert envers des systèmes de distribution. Donc, je ne dirais pas que c'est vraiment le critère qui a une priorité absolue sur
sur les autres. Et un autre aspect, peut-être quand on pense à la Belgique, il y a aussi le fait que parfois les peuples sont pas, même s'il y a des différences de richesse, ils sont quelque part unis dans la dette, n'est-ce pas? Alors, ils sont unis dans l'impossibilité de répartir la dette. Voilà, c'est ça. C'est ça la véritable. Et je crois que les Européens aujourd'hui sont unis dans la dette aussi. Oui, c'est une autre façon de voir la redistribution comme l'impossibilité de faire compte séparé. Un autre élément pour revenir à l'idée de pluralité des peuples, une autre notion qui m'a paru très, très riche dans votre exposé, c'est la distinction entre le peuple fermé et formel des urnes et le peuple délibératif ouvert. Ça, je crois que c'est vraiment une conceptualisation très, très, très intéressante et très riche. Et là aussi, elle me semble valoir aussi bien au niveau supranational qu'au niveau infranational, parce que les conditions du peuple délibératif sont aussi beaucoup plus ouvertes, ne serait-ce que parce que le peuple est délibératif, il implique les personnes d'origine étrangère, par exemple, en bien des matières, où il a des mineurs aussi, par exemple. Donc je trouve que cette conceptualisation, elle est très riche et elle peut justement être utilisée de façon très, très large, très élargie. Je voudrais maintenant qu'on en vienne peut-être à ce qui était la fin de votre exposé, mais qui était une mise à l'épreuve, en quelque sorte, de votre conceptualisation, c'est son application au cas européen. Alors, avant d'en venir sur le fond de votre conceptualisation et sur l'idée qu'au fond, l'Europe serait une cité des peuples en formation, elle serait une expérimentation de cité des peuples, qui est le cœur de votre exposé. Mais j'aimerais bien tout de même voir une ou deux questions spécifiques sur la question européenne qui méritent d'être débattues. Quand vous avez parlé du principe nécessaire de fermeture, en disant on ne peut pas imaginer que l'Europe aille au-delà de l'Europe. Mais pourtant si, parce que quand il y a le débat sur la Turquie ou le débat sur l'Ukraine, c'est bien l'Europe en dehors de l'Europe. L'Ukraine n'est pas dans l'Europe et la Turquie n'est pas dans l'Europe. Et est-ce que justement l'idée ou la possibilité, le fait d'envisager que l'Ukraine et la Turquie puissent faire partie de l'Europe n'est pas la preuve justement qu'il y a pour certains une vision de cité des peuples en devenir absolument manifeste, qui serait absolument manifeste dans ce cas-là. On pourrait même dire que c'est ça qui ferait changer de nature l'expérience européenne. C'est que là, elle prendrait soudainement cette dimension de cosmopolitisme expérimental, quoi. Pourquoi vous avez été aussi restrictif sur la vision du principe de fermeture concernant l'Europe? Parce qu'avec votre conceptualisation, au contraire, vous auriez dû être plus ouvert, si je puis dire. Alors, je me suis très mal exprimé parce que ce que je voulais dire, c'est exactement cela. Quand je décris l'Union européenne, je constate que c'est dans les critères de l'Union européenne que seulement un peuple européen puisse être membre de l'Union européenne. Et ce genre de fermeture absolutiste me paraît pas vraiment justifiable. Et il est, pour moi, tout à fait souhaitable que l'Europe s'ouvre aux pays membres non européens, notamment la Turquie ou l'Ukraine. Personnellement, je trouve ça tout à fait défendable. Et là, on serait donc, comme vous dites, dans une autre phase expérimentale du cosmopolitisme ou d'une cité de peuple qui ne connaît plus de critères ethniques ou géographiques. Alors, vous avez raison, à la base de ma conceptualisation, cela doit être tout à fait possible.
J'ai tout simplement constaté que l'Europe s'est donné un cadre de fermeture assez restreint, avec cette spécification que seul un État européen puisse faire partie de l'Union européenne. Avec une définition du mot européen assez floue. Oui, les frontières de l'Europe ont toujours été floues en plus. C'est même pas sur le plan géographiquement très clair qui serait où sont les frontières de l'Europe. Mais voilà. Alors, mais ce que j'ai dit, c'est on ne peut pas conceptualiser juste un élargissement constant de l'Union européenne jusqu'à ce que ça englobe le monde entier. Là, je pense que c'est eurocentriste d'abord de penser que voilà, c'est l'Europe qui porte le feu de la civilisation. Et je pense plutôt qu'il y a des limites opérationnelles, pragmatiques de l'extension de l'Union européenne ou de l'Union transatlantique, je ne sais pas comment on l'appellera dans le futur, mais il doit y avoir quelque part une conception décentrée des cités des peuples, et on ne peut pas construire le cosmopolitisme à partir de l'Europe seulement. Donc je crois que votre idée d'une pluralité de cités des peuples est, je crois, très, très importante et très riche. En même temps, on peut dire que l'Europe a changé de nature à partir du moment où les éléments de production du commun sont passés de la notion d'intérêt, ce qui était le cas au moment de la communauté européenne du charbon et de l'acier, au moment du traité de Rome, à des principes qui soient ceux de valeurs, par exemple, démocratiques. C'est au nom de valeurs démocratiques et non pas d'intérêt que l'Espagne, la Grèce et le Portugal ont été intégrés. C'est au nom aussi de principes de droit et de principes politiques que les anciens pays communistes ont été intégrés. Donc, dans l'histoire européenne, il y a tout de même eu cette rupture. Parce qu'on peut faire du fédéralisme à partir de l'intérêt, mais on ne fait pas du fédéralisme de la même façon à partir des valeurs. Là, il y a quand même une grande, me semble-t-il, une très grande différence. Alors, sur ce plan-là, il y a deux autres, je dirais, l'idée d'Europe comme universalisme expérimental, l'idée d'Europe comme cité des peuples expérimentale aussi. J'aurais une question à vous poser. C'est que ce qui est frappant dans l'expérience européenne, c'est que le déploiement de cette forme d'universalisme expérimental s'est payé en quelque sorte d'une stagnation, voire d'un refus des formes de redistribution. Il y a la mémoire du passé qui est celle de la PAC, la politique agricole commune, mais ce qui concerne les politiques les plus importantes, je dirais, dans la vie des citoyens européens, qui sont les politiques régionales, les politiques sectorielles, elles ne représentent toujours que 0,3% du budget, non pas 0,3% du budget, 0,3% du PIB européen. Donc, puisque vous avez intégré dans votre définition de la cité des peuples cette dimension positive, qu'on ne pouvait rien faire, qui n'était pas favorable aux plus défavorisés, l'Europe n'a pas fonctionné comme ça pratiquement. Elle n'a pas du tout appliqué votre principe. On peut dire qu'elle avait appliqué au début de la politique agricole commune d'une certaine façon, mais pas plus maintenant. Donc comment vous prenez ce facteur-là en compte pour, je dirais, utiliser cette idée de cité des peuples restreintes ou d'universalisme expérimental, c'est un peu la même chose, pour qualifier l'expérience européenne? Oui, je suis d'accord que sur le plan de redistribution active, l'Union européenne n'implique pas ou ne pratique pas mon septième principe de différence, tout à fait d'accord. Mais pendant beaucoup de temps, on peut quand même dire que les membres pauvres qui sont entrés en l'Union européenne ont fait un progrès
économique considérable sous le toit de l'Union européenne. Donc le système n'a pas toujours fonctionné complètement d'une très mauvaise manière, parce que selon ce principe de différence, les inégalités sont quelque part justifiées, mais les plus pauvres doivent avancer plus vite que les riches. Et dans l'Union européenne, si vous regardez les taux de croissance des pays pauvres, comme la Slovaquie, etc., les pays les plus pauvres, ils avancent quand même très vite avant la crise financière. Et même pendant la crise financière, la Slovaquie a fait d'énormes progrès économiques. Mais sur le fond, je suis tout à fait d'accord avec vous que 0,3% du PIB comme masse de redistribution est évidemment complètement, et ça se voit maintenant pendant la crise financière, est insuffisante, et que là-dessus, sur ce principe de différence, sur laquelle il faut encore beaucoup travailler, parce que, comme je dis, là je parle comme philosophe, mais les aspects techniques sont à revoir par des gens qui ont des compétences beaucoup plus poussées que moi en matière économique. Mais ce que je maintiens comme philosophe, c'est que s'il y a, comme nous l'avons maintenant dans l'Union européenne, des processus où vraiment d'appauvrissement de pays entiers, de peuples membres entiers de la Cité des peuples, cela ne peut pas ne pas concerner les autres. Alors, tout simplement, et même ce qui est pire en Europe, c'est une sorte de centralisation des contraintes de certaines politiques budgétaires, etc., qui violent, à mon avis, aussi le principe de démocratie interne et de souveraineté populaire des peuples membres, etc. Donc on est dans une situation très fragile, très difficile, et je pense que si la Cité des peuples, en tant que communauté de peuples, ne prend pas au sérieux ce principe de différence que je formule, on n'arrive pas à avoir une cité de peuples juste, et cela peut faire, à mon avis, échouer tout le projet. Pour continuer sur l'Europe, deux choses. Revenons à ce que vous avez mentionné tout à l'heure, c'est-à-dire la très grande importance qu'il y a, non pas simplement à construire des institutions supranationales, mais à construire des conversations ou des échanges entre institutions nationales. C'est d'ailleurs un point qui avait été discuté avec Jean-Marc Ferry la semaine dernière, et là qui me paraît véritablement, du point de vue de la méthode, absolument fondamentale. Cette question, d'ailleurs, elle a été théorisée dans un domaine, c'est celui du droit. Dans le domaine du droit, il y a en effet toute une théorie de ce qu'on appelle la conversation des juges, et comment la conversation des juges est devenue le vecteur d'une internationalisation des références. Et le fait, par exemple, qu'il est arrivé que la Cour suprême américaine intègre dans des décisions des références à la Déclaration française des droits de l'homme, des choses comme ça. Donc là, on voit bien comment cette conversation des juges est un très puissant élément d'uniformisation ou de convergence des références, mais non pas à partir de la construction d'un droit commun, mais à partir de constituer un tissu de références, à partir du fait d'échanger des expériences, et ça me paraît quelque chose d'absolument très important. Mais concernant les institutions européennes, il y a un point sur lequel j'aimerais avoir votre avis et comment vous l'interprétez en fonction de votre vision théorique générale. C'est le fait qu'actuellement, on peut dire que ce qui se passe en Europe, c'est un retour, pourrait-on dire, de l'intergouvernemental et un déclin du transnational. La Commission a un rôle que l'on voit déclinant, alors que le Conseil des chefs d'État a un rôle croissant. Comment vous interprétez ce phénomène, alors que la Cité des peuples, telle que vous l'analysez, doit aller de pair, justement, avec une réduction de l'intergouvernemental? Vous en avez parlé tout à l'heure, à partir de l'idée de traité, c'est la même chose, et puis de là, au contraire, monter en puissance
des formes transnationales. Comment vous analysez donc, à partir des concepts de cité des peuples que vous avez forgés, cette évolution européenne contemporaine, très, très manifeste? Oui. Alors, je suis d'accord, je pense que sur ce plan de l'intergouvernementalisme centraliste qui est en train de se montrer, l'Union européenne s'éloigne de l'idée ou de l'idéal type d'une cité des peuples, et c'est un processus qui me préoccupe beaucoup. C'est très intéressant, j'ai lu des textes de théoriciens politiques suisses des années 30 et 20 du 19e siècle, c'est-à-dire avant la formation de l'État fédéral suisse, et ils ont déploré la même chose, le fait que l'ancienne confédération tout d'un coup a été gérée par les gouvernements des cantons, une sorte d'intergouvernementalisme cantonal en Suisse, et un mauvais centralisme qui justement n'implique pas toutes les expressions institutionnelles des peuples. Et la réaction en Suisse a été donc ce grand pas vers l'État fédéral. Mais je pense que l'Union européenne doit trouver une solution, comment sortir de ce processus de centralisation de l'intergouvernementalisme. Alors je l'interprète, oui, vraiment comme éloignement. Je n'ai pas de recette à donner concrètement comment sortir de la situation, autre que, à un moment donné, il doit y avoir une sorte de mouvement des citoyens. Je ne vois pas d'autres possibilités contre ce processus. Donc, la question est de savoir s'il y a vraiment suffisamment d'énergie citoyenne en Europe pour aller à l'encontre de tel processus de centralisation intergouvernementale. Et là, j'ai quand même mes doutes. Je pense que l'intégration européenne a un grand déficit, selon moi, c'est de ne pas suffisamment avoir impliqué les citoyens et de ne pas avoir construit une capitale humaine, citoyenne suffisante. Et donc, parce qu'on a toujours voulu aller en avant et on ne voulait pas prendre le risque de la démocratie interne et la désaccélération du processus par des votations, par exemple, etc. Mais le résultat, c'est maintenant, quand on a besoin de la citoyenneté, de la substance citoyenne, elle n'est pas là parce qu'elle a été quelque part marginalisée par le processus d'intégration. Il y a quelques exceptions de votations tout à fait organisées arbitrairement par les gouvernants. Hein. Il y a un caractère fortement plébiscitaire de la démocratie directe en Europe qui est arbitraire, qui dépend du libre arbitre des princes, je dirais, ou des gouvernants, mais qui n'est pas à la base d'une disposition constitutionnelle des droits de citoyens, etc. Donc, j'interprète cela de cette façon, que maintenant qu'on aurait besoin de cette substance des citoyens, cette capitale humaine des citoyens, il n'est pas là parce qu'il n'a pas été suffisamment impliqué dans le passé, dans la formation, et donc le repli identitaire et nationaliste est plus proche des gens que d'aller en avant en Europe. Et cela, je trouve un risque. Alors, je pense qu'il faut, dans la démocratie, il faut prendre le risque d'impliquer les citoyens dans les décisions, parce que de ne pas les impliquer, c'est le plus grand risque à prendre. Ils peuvent peut-être voter quelque chose que vous n'aimez pas, mais de ne pas les impliquer à long terme, de les marginaliser à long terme, ça c'est le plus grand risque, parce que le risque de les impliquer, c'est un risque de désaccélération, de peut-être qu'on ne peut pas toujours tout implémenter tel que souhaitent les élites, mais à long terme, une cité de peuple consolidée, c'est une cité de peuple qui implique davantage les citoyens. Eh bien, nous allons terminer sur ces paroles de sagesse. Merci beaucoup. Nous vous laissons donc maintenant retourner à Roissy pour ouvrir en fin d'après-midi une conférence à Sarajevo. Donc ça a vraiment été un
un petit intermède entre deux vols à Roissy, votre venue ici. Vraiment merci pour cela.